Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre voiture, dans votre salle de bain, peut-être à 18h, on prend des douches, ou au bureau, ou à la maison, confortablement installé sur son canapé, Philippe David. Ça va très bien, Cécile. Vous ne pouvez pas demander la question, mais je l'ai anticipé. Comme à chaque fois. Vous ne m'écoutez pas. C'est incroyable, c'est fou. C'est fou. Mais on peut prendre une douche à 18h, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Avant ou après? Avant ou après quoi, lui? Après, quoi? C'est quoi, Philippe Bilger? Ça veut dire quoi? À 18h, quand on prend une douche... Quoi? Vous connaissez des personnes, ma chère Cécile, qui prennent une douche à 18h sans motif? Je sais pas. Se laver. Oui, mais voilà. J'aurais eu tendance pour une fois à être sur la ligne de Philippe David. D'accord, ok. Donc vous l'avez entendu, Philippe Bilger, suspicieux de la douche à 18h. Jean-Marc Dumoulin est avec nous, maire de Villemur sur Tarn. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire, j'aime dire ça. Et puis on voulait rendre un hommage appuyé à quelqu'un qu'on aime beaucoup, en tout cas. Qui vient de décéder, une star, on peut dire vraiment une grande star qui a tourné avec toutes les plus grandes stars d'Hollywood, toutes les stars françaises. Claudia Cardinal qui a tiré sa révérence à 87 ans hier. C'est une légende et on a une vraie voix qui a connu Claudia Cardinal, c'est Philippe Bilger. Non, je ne l'ai pas connu, je l'avez l'ai rencontré. croisé. Ah non, n'entendons-nous, ça n'a pas été un moment considérable de son existence. Mais de la vôtre, oui. La mienne, j'ai été ravi, mais pour d'autres motifs, je l'adore, vraiment. Et nous, on l'avait reçu avec Coé, la méthode Coé, c'était incroyable. C'était une grande dame en tout cas. Elle était magnifique, grande actrice, elle était mannequin également. Et comme on le rappelle, tellement joviale. Et elle était très joviale dans le moi, j'ai pas eu la chance de la croiser malheureusement. Mais donc voilà. Et elle vraiment... a connu des péripéties sombres dans sa vie. C'est clair. Absolument. Une femme formidable. En tout cas, voilà, on pense bien à sa famille et ses amis et à l'ensemble de ses fans. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour. On va revenir sur ces 30 millions d'euros blanchis, dont 2,4 millions en cash et 55 logos saisis. Un réseau rattaché à la DZ Mafia. Alors, parlons vrai. Peut-on assécher les réseaux de blanchiment d'argent? C'est assez partagé sur Twitter, mais vous dites non à 54%. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les sommes en jeu vous semblent énormes, celles qui ont été saisies, ou c'est une goutte d'eau dans l'océan? Venez témoigner au 0826 300 300. Et puis on croit que c'est terminé, l'amitié entre le maître de Kremlin et Donald Trump, puisque devant l'Assemblée générale de l'ONU, il a annoncé que l'Ukraine pouvait non seulement gagner la guerre, mais aussi reprendre du territoire à la Russie. Alors parlons vrai, comme dit Trump, l'Ukraine peut-elle regagner l'ensemble de son territoire et même plus face à la Russie? Ça vous paraît impossible à 91%. Alors est-ce qu'un tel retournement dans cette guerre qui dure depuis maintenant 3 ans et demi vous semble imaginable, sauf à imaginer un effondrement de l'armée russe? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et revenons-en justement à ce blanchiment d'argent de la DZ Mafia. Et on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Des opérations Place Nette qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations. Investir certains endroits, certains quartiers pour faire des interpellations, pour faire des opérations judiciaires. On est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement. Si on se base uniquement sur le répressif, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais dans aucun pays au monde. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, c'est quand même l'une des prises les plus incroyables, comme quoi effectivement l'argent de la drogue, c'est une des sommes incommensurables. C'est colossal. Alors évidemment, j'aimerais pouvoir dire par un élan d'espoir et pour vaincre le blanchiment en quelque sorte que un jour on y arrivera. Ce que je constate tout de même, c'est qu'aujourd'hui, sans être un spécialiste, ma chère Cécile, de la chose, on met des moyens, on est conscient de la gravité de ce phénomène international et collectif et qu'on a des résultats parfois impressionnants. Je ne suis pas naïf, on n'y arrivera jamais totalement, mais ce qui me rassure, c'est qu'apparemment, il y a une prise de conscience et une concrétisation de la lutte contre le blanchiment et surtout consciente de la gravité de la chose. Moi, je crois qu'il faut rendre hommage
aux Italiens, puisque quand même c'est des signalements de la douane italienne, Guardia di Finanza, gendarmes aussi, quand même, et aux gendarmes français bien sûr. C'est les douanes et à la fois les contrôles, la police financière, la brigade financière en Italie. Et je crois qu'on peut leur dire merci parce que c'est eux qui ont fait le signalement. Mais quand on voit à quel point c'est complexe, ça se passe avec des Kosovars qui emmènent en Italie, ça passe par les Balkans, ça termine en Turquie, c'est transformé en or. Mais on peut dire que c'est vraiment une industrie sale, bien évidemment. Hein. Et très intelligente. Et très intelligente pour recycler des sommes sales et en faire de l'argent qui, à mon avis, ne sera jamais propre quand même. Mais ça, c'est mon point de vue. Oui. Enfin, globalement, quand même, on va pas limiter ça, le blanchiment d'argent, à l'argent de la drogue, parce qu'il y a toutes les mafias qui sont dessus. Il faut pas se leurrer, la traite humaine, les trafics en tout genre, etc., etc. Moi, je pense quand même qu'aussi, on devrait quand même réfléchir un petit peu en amont. Me semble-t-il. Aujourd'hui, on laisse organiser des machines à laver. Alors les machines à laver, ça s'appelle des épiceries de nuit, ça s'appelle certains kebabs, ça s'appelle certains chinois. Et donc, on sait très très bien que le chiffre d'affaires ne correspond pas du tout à l'activité potentielle, si vous voulez, de l'entreprise. Donc globalement, on n'a pas d'outils de contrôle. Même nous, maires, on n'a pas d'outils de contrôle sur les installations qui peuvent se faire dans nos communes. Voilà. Oui, alors j'imagine à plus grande échelle. C'est la fermeture administrative pour vous. Oui, mais fermeture administrative, il faut qu'il y ait un fait quand même, un fait avéré. Et donc, à partir de là, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. On a laissé se développer un réseau tentaculaire et aujourd'hui, on en paye le briquage, parce que il est clair que c'est aussi des troubles à l'ordre public dans certains endroits et dans certains cas. On avait vu un reportage où des maires, je crois, avaient fermé des boutiques, avaient pris des initiatives, mais je ne crois pas que ce soit fait systématiquement. Non, mais certains se sentent obligés d'acheter le foncier pour pouvoir gérer leurs propres locataires. C'est ça qui est compliqué. Clairement. Puis on n'a pas de droit de regard sur les installations. Si une civette à côté d'une école ou des choses comme ça. Mais après, on n'a pas de droit de regard sur les installations. Nous, je sais qu'on a eu quelques expériences douloureuses d'épicerie de nuit. On essaye de bloquer un petit peu les règles du jeu et de qualifier un petit peu ceux qui peuvent s'installer. Mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Puis de toute façon, la gendarmerie nous aide beaucoup dans l'anticipation de ces problèmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la DZ Mafia, DZ, c'est le code de l'Algérie en termes internationaux, c'est pas que des Algériens, il y a des Kosovars, il y a des Turcs, il y a vraiment de tout. C'est vraiment des mafias. C'est une toile d'araignée gigantesque. Quand on parlait des mafias, on pensait en général aux mafias siciliennes, napolitaines, la Camorra, la 'Ndrangheta, etc. Ou alors les triades chinoises, etc. Là, c'est encore autre chose. Les Russes, un peu. Ou les mafias russes, bien sûr, j'allais y arriver. Les mafias des Balkans, les mafias balkaniques, la mafia kosovare, etc. Mais là, c'est vraiment tentaculaire. Et il y a quand même une question qui se pose, à mon avis. Comment est-ce que des pays, alors un pays comme la Turquie, qui espère entrer dans l'Europe depuis quand même un certain nombre d'années, comment est-ce qu'il peut laisser de telles sommes se faire blanchir? Parce que, excusez-moi, quand vous avez de telles sommes qui arrivent, je pense que ça doit un peu titiller les banquiers qui les reçoivent, non? Peut-être c'est petit à petit. Ça, non, mais même petit à petit, 55 kilos d'or, etc. C'est quand même... les articulations, mon cher Philippe. Oui. Je connaissais la version huiler les relations sociales. Ça avait été dit par un leader patronal il y a quelques années pour parler des syndicats. En tout cas, ça devrait leur mettre un coup... Des banquiers guère scrupuleux aussi. Un coup au moral. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant et on en parlera avec un spécialiste de la drogue et du narcotrafic, Frédéric Sabila, sera avec nous pour nous expliquer justement comment ça fonctionne. Restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Jean-Marc Duboulin, maire de Villemur-sur-Tarn, et vous au 0800 26 300 300, et on revenait sur les 30 millions d'euros blanchis, dont 2,4 millions en cash et 55 lingots d'or saisis. Juste avant, l'info, on n'y croit pas dans quelques instants. Exaspéré par le comportement des députés, un homme envoie 600 préservatifs à l'Assemblée nationale. On va en parler dans quelques instants. En attendant, Philippe David qui vous a conseillé le sujet. Non, il l'a trouvé tout seul. Absolument tout seul. Frédéric Saliba est avec nous, un spécialiste de la drogue et du narcotrafic. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. C'est certainement l'une des plus grosses prises de la gendarmerie.
Oui, alors c'est très impressionnant parce que on a rarement, en fait, quelque part, on s'attaque rarement au bas de laine du crime organisé. On sait que c'est le nerf de la guerre. Et là, quand même, 55 kilos d'or. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans le circuit du blanchiment, on serait au début. En fait, on collecte parce que évidemment, quand on achète de la drogue, c'est en petites coupures. Il faut transformer cette petite coupure. Et l'or est un très bon moyen. Il y a ça qui est très intéressant. Et puis l'autre élément qui moi m'intéresse particulièrement, c'est que c'est un réseau international. Ça se faisait en Italie, ça implique d'autres pays, la Turquie. Alors, et là, enfin, on commence à réaliser qu'en fait, le narcotrafic, autant du côté des drogues que du côté du blanchiment à la fin de la chaîne, se passe au niveau international et pas national. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que, pardon, je sais à peu près ce qu'est le blanchiment, mais je me demande si parfois on ne donne pas une vision trop complexe. Est-ce que vous accepteriez le fait que blanchir, c'est finalement tenter à toute force de mettre de l'argent propre dans de l'argent sale, pardonnez-moi, dans des activités propres? Est-ce que vous diriez que c'est une définition acceptable? Cette question, vous me la posez à moi-même? Oui. Eh ben, écoutez, oui. Bah, je trouve que c'est une bonne définition. Elle est sans doute pas complète dans le sens où cet argent peut fuir et être utilisé, être blanchi, mais il revient d'une manière ou d'une autre. Il revient, et surtout, en fait, on s'aperçoit que dans certains pays, la notion, en tout cas, d'argent propre, d'argent sale, est une notion beaucoup plus floue, en fait, chez nous. Et là, vous vous imaginez bien que ces kilos d'or n'étaient pas destinés à la France. Les commanditaires, les grands barons de la drogue d'ailleurs, ne sont pas en France. Ils sont souvent à Dubaï, ils sont dans des paradis fiscaux, ils vivent à l'extérieur, ils ne sont pas fous, voyez. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression, alors moi les policiers me disent toujours qu'ils ont l'impression en fait de vider l'océan à la petite cuillère, c'est-à-dire que ces 55 kilos d'or qui peuvent nous paraître importants, et qu'ils le sont, sont au niveau du chiffre d'affaires du narcotrafic, et que le narcotrafic, pas les autres secteurs, tourne autour de 3,5 milliards, 6 milliards en fait d'euros par an pour la France, que pour la France. Les chiffres au niveau mondial décollent. L'ONU parle de 250 milliards par an, mais c'est vraiment une vision à minima. Les autres évaluations doublent, voire triplent. Et donc, en effet, c'est énormément d'argent. Cet argent, il circule. Moi, ce qui me rassure, c'est que cet argent était un peu le parent pauvre de la lutte contre le narcotrafic. Et là, on sent quand même, et j'espère qu'il y aura un avant, un après, c'est-à-dire que ces saisies vont se multiplier. Et là, on pourra dire, oui, en effet, les gouvernants commencent vraiment à s'attaquer au fléau. Allez-y, Philippe. Oui, j'ai une question. On parle souvent des narco-États. Est-ce que les pays qui blanchissent l'argent, est-ce qu'il y a pas des narco-États, mais des narco-blanchiments États? Je ne sais pas comment le dire, Frédéric Saliba. Des narco-blanchisseurs. Des narco-blanchisseurs, c'est ça. Voilà. Alors heureusement, nous sommes en France, donc je peux parler librement, et je vais pouvoir en mentionner. On serait ailleurs. Moi, j'ai été longtemps correspondant au Mexique. J'aurais évité de mentionner trop directement certains États. Mais vous avez en effet, alors le Venezuela est en ce moment en ligne de mire des États-Unis par rapport justement à des accusations concernant directement Maduro, le président vénézuélien, qui serait en fait à la tête d'un cartel de la drogue, figurez-vous. Et pourquoi, en fait, c'est tout simple, c'est qu'en fait, ça permet, et d'ailleurs je peux mentionner que le Mexique aussi est en ce moment en fait dans la tourmente, non pas pour sa présidente, mais pour des collaborateurs proches de l'ancien président. La présidente est sa dauphine, donc elle est liée, et en effet ils sont mis en cause d'être directement des têtes de cartel. Et donc quand on parle de narco-État, l'expression n'est pas galvaudée, je peux vous le dire, et on commence à s'apercevoir. Alors souvenez-vous, il y a quelques années, HSBC, Grande Banque Mondiale, était mise en cause pour du blanchiment d'argent direct des cartels de la drogue avec l'accord de la banque. L'argent, évidemment, est très corrupteur, et donc il faut avoir ça en tête. Oui, il existe des narco-États dans le monde. Fabrice Saliba, est-ce que, soyons clairs, est-ce que ça déstabilise un peu le trafic de ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est une pierre, est-ce que c'est effectivement léger, ou est-ce que ça va quand même... on a l'impression que dès qu'on touche un peu au trafic en drogue, tout à coup il se replie
ils disparaissent un peu et ils reviennent plus tard. Est-ce que ça va changer quelque chose pendant au moins quelques semaines? Alors, c'est un coup donné. Vous savez, enfin, la bataille est longue et ce n'est qu'un coup donné. Il faut savoir que les organisations mafieuses ont un sacré jeu de jambes. Elles s'adaptent très très vite, elles ont des très bons informateurs et il y a en fait dans la logique mafieuse des pertes. Il faut comprendre que les saisies sont en fait programmées et donc aujourd'hui c'est vrai que ça touche le bas de laine, on le voyait très peu et encore une fois c'est comme ça qu'on y arrivera, moi j'en suis persuadé puisque la seule motivation des narcotrafiquants c'est l'argent, donc autant attaquer l'argent, mais en effet c'est une goutte d'eau, je parlais des chiffres, 6 milliards d'euros par an, alors imaginez quelques dizaines de millions d'euros saisis, oui, c'est une prise, ce n'est pas rien, d'autant qu'on parle quand même de la DZ Mafia qui est l'organisation mafieuse, ou en tout cas l'organisation, je dirais pas mafieuse, je dirais criminelle, la plus en tout cas médiatisée en ce moment, donc c'est pas forcément mauvais. Et puis encore une fois, il y a des collaborations entre polices qui sont quand même très intéressantes dans le cas actuel et qu'on peut justement mettre au bénéfice justement de l'action policière qui encore une fois est toujours après coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a démantelé un réseau, vous pouvez imaginer que directement il y a un autre réseau. Et puis l'autre élément important, c'est que l'or n'est qu'un des moyens de blanchir l'argent. Il y a plein d'autres possibilités. Et donc, en effet... Oui, les commerces, ce qu'on disait tout à l'heure. Et l'immobilier, les diamants... Oui. Absolument. Oui, et puis vous avez aussi des circuits. Il faut voir par exemple les envois de fonds des migrants, vous voyez, dans leur pays sont même des sources d'argent énormes. Et en effet, les narcotrafiquants ont l'habitude d'envoyer en fait de l'argent par des individus, des petites mains, comme on dit. Et donc il y a plein de manières de blanchir de l'argent. On vient d'en pointer une. C'est quand même intéressant, il faut le féliciter. Oui, absolument. Merci beaucoup Frédéric Saliba d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de la drogue et du narcotrafic. Et tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, François Louis, il envoie des préservatifs aux députés pour dénoncer la dérive du comportement des élus. Alors moi, je n'en vois rien, je n'en vois pas de préservatif. En revanche, Durex a créé le préservatif qui donne envie. Lui a décidé d'en envoyer 600 au Palais Bourbon. Exaspéré par les députés, un habitant de l'Hérault a donc fait livrer des capotes aux élus, histoire, dit-il, de les empêcher de se reproduire. Derrière ce coup d'éclat, Pierre Guiraud, alias Pierrot le Zigot, un habitué des actions coup de poing, puisqu'en 2019, il avait déjà expédié un pyjama des Dalton à la prison de la Santé pour Patrick Balkany. Cette fois, il a décidé de s'attaquer aux parlementaires pour exprimer son ras-le-bol, un geste symbolique, mais aussi un clin d'œil grinçant. Quand les débats deviennent stériles, lui propose carrément de les sécuriser. Nous sommes donc avec Pierre Guiraud, alias Pierrot le Zigot. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à envoyer ces 600 préservatifs? Et est-ce que c'est pour les empêcher de se reproduire vraiment? Ouais, en fait, mon raisonnement, moi, c'est ils se gavent, ils nous prennent pour des cons, manquerait plus qu'on les laisse tranquilles. Et comment cette idée m'est arrivée, c'est en écoutant la radio, justement. J'ai entendu tellement d'âneries, et la dernière fois, c'était Sandrine Rousseau qui racontait, je me rappelle plus tellement elle en a sorti, et dans ma tête, je me suis dit, putain, mais il faut pas qu'ils fassent de méf, ces gens-là. Et le soir, en rentrant à la maison, je tape voir combien il y a de descendants de fils de députés ou trucs, et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et donc, je me suis dit, vu le niveau, il faut arrêter l'hémorragie, il faut prendre le mal à la source, pas le soigner. Voilà. C'est pas hémorragique, généralement, mais enfin... et les retours, quand vous envoyez ça, vous avez des retours ou pas du tout? Vous parlez des retours de capote ou des retours de... Non. De suite, Pierre, est-ce que vous avez des courriers? Est-ce qu'il y a un moment donné, c'est de la provocation? Est-ce que quelqu'un vous écrit? Est-ce que vous avez un lien avec ces gens-là ou pas du tout? Non, pour le moment, j'ai lu des centaines et des centaines, parce que ça a fait un petit peu le tour de France. Oui. Des centaines de commentaires, j'en ai pas eu un seul de négatif. Mais vraiment pas un, alors que je croyais que j'allais me faire allumer moi aussi. Et en fait, non, les gens, ils comprennent. En fait, je généralise, ils ont compris que j'ai généralisé. Ils ont compris, ça fait longtemps que l'Assemblée, plus ça va, plus on est le niveau descend, que ce soit par le comportement, par leur attitude ou par les propositions qu'ils font. Et donc du coup, voilà quoi. Moi, je peux pas rester sans rien faire. Je cherche pas. C'est les idées qui me trouvent naturellement.
La loi est du Rex, mais c'est la loi. Le débat n'a pas capoté, ça va. Finalement, il faut vraiment l'éducation sexuelle en primaire. Absolument. En tout cas, j'espère que Durex vous les a offerts. Merci beaucoup, Pierre Guiraud, alias Pierrot, le Zigo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un peu de sourire, même si sur le fond, la colère est bien là et on l'a bien comprise. Merci beaucoup, Pierre Giraud. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger. Alors, apparemment, les manifestations qui marchent bien ne plaisent pas aux médias. Avec vous, Philippe David. 3 OQTF, 11 condamnations, mais on reste quand même en France et on peut violer 2 femmes. Jean-Marc Dumoulin. Une société qui se fragmente de plus en plus. On a eu une rupture entre l'État, les gouvernants et la population, et maintenant c'est entre citoyens eux-mêmes. Allez, restez avec nous, j'allais dire quittez pas, mais c'est ça, quittez pas, on revient dans un instant. Je dépose le téléphone et allez-y, 0826 300 300, on revient dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Le numéro de téléphone 0826 300 300. Si vous voulez bien entendu débattre avec nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, un peu partout sur cette plateforme d'opinion et de débat, et sur notre chaîne YouTube bien entendu, avec Philippe Bilger aujourd'hui, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, et vous. Et nous reviendrons dans quelques instants sur ce collégien qui a poignardé une enseignante dans l'enceinte de l'école, un élève de 14 ans dont pour l'instant qui est dans une situation un petit peu compliquée. Voilà, on en parle dans un instant. En attendant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Et on va commencer par vous, Philippe Bilger, pardon. Alors, Cécile, les manifestations du 10 et 18 septembre ont été un relatif succès sur le plan du maintien de l'ordre grâce au ministre de l'Intérieur et aux forces de l'ordre impressionnantes qui ont permis de contrôler ceux qui voulaient se livrer à des violences. Très bien. Mais je lis ce matin dans Le Monde, donc quelques jours après le succès des maintiens de l'ordre, que ces manifestations ont été émaillées de violences policières. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsque des policiers sont parfois massacrés dans les manifs, on ne vient pas des jours après évoquer ces terribles traumatismes qu'ils auraient pu subir. En revanche, là, alors que personne ne parle de l'ombre d'une violence, quelques jours après, on a le média contestable et irremplaçable qu'est Le Monde qui vient dire « Ah mais attention, on croit que ça s'est bien passé, mais il y a eu des violences policières. » C'est exaspérant, cette manière de vouloir à tout prix que la police soit coupable, même quand elle ne l'est pas. De toute façon, pour Le Monde, la police a toujours tort, mais on est tellement habitué que Le Monde, qui est cité comme le quotidien de référence, se trompe. Je vous rappelle qu'il y a pile 50 ans, ils encensaient les Khmers rouges en disant que c'était les libérateurs du Cambodge. Donc Le Monde est dans le naufrage permanent depuis des années. Aucune surprise pour moi. Non, mais globalement, depuis des années, on satanise la police et la gendarmerie, qui effectivement ont quand même ce rôle de protection des populations. Si les manifestations sont bien déroulées, effectivement, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, j'ai pensé quand même à ce qui s'est passé, ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile, c'est ce jeune là qui a blessé cette enseignante et qui s'est donné la mort. C'est les gendarmes qui lui ont maintenu la vie pour pouvoir le transférer aujourd'hui avec effectivement un état, avec un pronostic engagé. Mais globalement, c'est aussi les gendarmes. Je crois qu'il faut qu'on arrête de penser qu'il y a toujours le mauvais côté de la face. Et de toute façon, la culpabilité, mon cher, c'est quand même toujours unilatéral. Il y a toujours un coupable. Et c'est souvent le même. Voilà. Philippe David, le procès de migrants centrafricains sous OQTF. Oui, alors c'est un procès pour 2 viols. Le viol de Claire Géronimi et d'une autre femme, Mathilde, qui a été commis le même jour, il y a quasiment pile 2 ans, c'était en novembre 2023. Alors, ce qui pose question, c'est que le violeur avait quand même sur lui 3 OQTF. Pas 1, pas 2, 3 OQTF et déjà 11 condamnations pour violence, agression sexuelle, enfin un palmarès long comme le bras et qu'il n'a jamais été expulsé. Alors je crois déjà qu'il faudrait rebaptiser OQTF, IQTF,
invitation à quitter le territoire français, comme a priori c'est au bon vouloir de la personne. Mais le pire, c'est que Claire Géronimi, que je connais, a fondé après son viol une association qui s'appelle Éclat de femmes pour venir en aide aux femmes violées. Eh bien, elle a été insultée, mise plus bas que terre par les féministes. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'il était sous OQTF, qu'il n'avait rien à faire en France, et donc elle s'est fait traiter de raciste par ces mêmes pseudo-féministes, alors qui ne pensent que seuls les violeurs peuvent être des mâles blancs. Mais alors, elle a le mauvais profil de victime, c'est une femme blanche, et l'autre a le bon profil puisque c'est un racisé, pour citer les gens de LFI qui adorent parler de racisés. Ils sont pas les seuls, hein. Europe Écologie, les Verts, etc. On parle. Alors moi, je suis outré qu'un type qui avait un tel palmarès soit resté chez nous pour massacrer la vie encore de 2 femmes et que des nanas qui se réclament du féminisme aient craché comme ça sur une fille qui était avant tout une victime. Alors tout mon soutien à Claire et à Mathilde. Vous avez totalement raison, Philippe, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est périphérique, j'en ai bien conscience, c'est lorsqu'on voit un tel passé judiciaire, comment je suis persuadé qu'à un moment donné, il y a une grave erreur d'appréciation qui a fait que cette personne a pu se retrouver en liberté et commettre les viols qui lui sont reprochés. C'est le contrôle professionnel devant peut-être une magistrature qui a failli, qui commence à m'exaspérer. Oui, enfin, globalement, on passe à côté de l'immédiateté. Si vous parliez de la sécurisation des manifestations l'autre jour, pourquoi ça s'est pas trop mal déroulé, entre guillemets? Parce que la police et la gendarmerie sont intervenus très en amont et ont réagi avec les actions appropriées, bien évidemment. Aujourd'hui, un OQTF, qu'est-ce qu'on fait? On va le garder, on va l'étudier, on va l'analyser, sachant que de toute façon, quelqu'un qui est radicalisé à ce niveau-là, s'il en a 3 déjà sur les épaules... Il y avait déjà des agressions sexuelles à 13 ans. Bah, je pense qu'il y a quand même un côté irréversif qui est flagrant. Il y a un sujet, c'est sûr qu'il y a un sujet. Il y a un vrai sujet. Jean-Marc Dumoulin, 2 choses. La première chose, l'événement de votre fils, parce que c'est un événement d'engagement, donc j'aimerais bien qu'on en dise un mot. Ah bah écoutez, je vous en remercie. Il y a au Casino de Paris, demain soir à 20h, il y a 24 artistes qui viennent chanter pour une association qui s'appelle Mboro, qui a monté au nord du Sénégal un dispensaire, une école pour enfants sourds, et puis qui va faire un internat. Donc je remercie tout un chacun de bien entendre ce signal. Casino de Paris, demain 20h. Voilà, et puis l'autre... Ça va changer, le casino. Ouais. Et l'autre sujet sur vous parlez de l'égoïsme ou l'égocentrisme des relations sociales dans les collectivités. Oh oui, mais je pense qu'effectivement, enfin, tout un chacun est au vif du sujet, là. Je crois que, évidemment, notamment, ça s'est exacerbé depuis la Covid. Les gens se sont enfermés, sont allés chercher une info vraie ou fausse. De toute façon, ils ont une info. Et donc, on a, nous, une émergence de groupuscules qui sont des collectifs à 2, à 3, à 8, à 10, qui, de toute façon, revendiquent que le bazar ne doit pas être chez eux, mais il doit être chez le voisin. Alors, le bazar, il est tout relatif. À Blagnac, vous avez un aéroport international. Les gens achètent à côté de l'aéroport, et ils montent en collectif, et ils veulent que l'aéroport ferme ses portes. C'est bien évidemment cohérent. On n'avait pas vu qu'il y avait des avions avant. Et c'est pour tout pareil. Aujourd'hui, il y a une rébellion très égoïste, très égocentrée, de la part de nos concitoyens, qui viennent s'enfermer et qui viennent se concentrer sur un de leurs sujets et rien d'autre. Conseil municipal, on le voit. Dans nos conseils municipaux, une opposition ou une minorité, elle a un sujet. Le reste peut être primordial. On peut faire des bêtises parfois. C'est pas grave. Il y a un sujet. Et voilà. Et je pense que cette société est en train de dériver aujourd'hui. Avant, il y avait une verticalité. Maintenant, il y a une horizontalité qui est vraiment pernicieuse. Non, mais ce que disait notre invité qui a envoyé 600 préservatifs à l'Assemblée nationale était très juste. L'exemple ne vient pas d'en haut. Désolé, quand on voit comment se comportent certains dans l'hémicycle aujourd'hui, dont certains, à l'époque, je me souviens de Michel Debré, le père de la Constitution de la Ve République, qui, même dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on croyait, quand il était interviewé, qu'il était dans un endroit saint, voire même sacré, voire saint. Aujourd'hui, vous avez vu ce que c'est devenu. Il y a des moments, c'est une véritable ZAD. Alors, on va pas demander au conseiller municipal d'être exemplaire, sachant que les députés le sont absolument pas. On a des chefs qu'on mérite, Philippe. C'est vrai aussi. Ah, mais ça, je suis d'accord aussi. Le plus grave, c'est que ces voyous parlementaires dégradent une image, alors qu'il y en a d'autres au Parlement qui se tiennent parfaitement bien. Ah, mais c'est clair. Ah, mais oui, mais ça jette au propre sur toute une classe. Et qui, du coup, deviennent invisibles. Absolument. C'est ça qui est...
inaudible et invisible. Majorité silencieuse, hein, souvent. Ouais. Mais c'est bien ça le drame, c'est c'est comme les trains qui sont pas à l'heure, c'est ceux qu'on remarque. C'est ceux qui se comportent comme des zadistes dans l'hémicycle qu'on remarque, pas ceux qui sont très bien habillés sur eux, qui sont polis, qui disent des choses sensées et qui sont courtois avec les collègues, quel que soit leur bord. Mais ça on m'a souvent dit d'ailleurs, ma chère Cécile, que on était obligé, les autres chroniqueurs, d'assumer les blagues un peu salaces de Philippe David. C'est un peu le même sujet. C'est vrai. Je n'en fais jamais. Non, jamais. Jamais. Regardez-vous dans une glace, vous verrez qu'un menteur. Voilà, c'est ça. Allez. J'appelle mon avocat. Allez. À part le fruit, je vois pas qui peut vous défendre. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, l'info en plus, on va revenir sur cette information terrible. Dans un collège du Bas-Rhin, cette enseignante poignardée dans sa classe par un élève de 14 ans dont le pronostic vital est pour l'instant toujours engagé. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Sachez que Philippe Bilger est une canaille. Voilà ce que j'ai envie de dire. Une canaille. Pour une fois, j'avais dit du bien de moi. Voilà, c'est ça. Et preuve que vous n'avez pas toutes vos facultés mentales aujourd'hui. Avec Jean-Marc Dumoulin qui est avec nous. Ça va, monsieur le maire? Ça va super. Parlez-nous 2 secondes de cette cette petite commune, Villemur-sur-Tarn. Villemur-sur-Tarn, c'est une ville qui est à l'épicentre, si vous voulez, d'Albi, Montauban-Toulouse. Globalement, c'est une ville qui a la particularité d'être une ville rurale mais ouvrière. Donc on a un long passé ouvrier. C'est une ville qui s'endormit un petit peu parce que c'est vrai que le choix politique qui avait été fait par l'ancien président du conseil départemental à l'époque avait fait s'endormir la ville. Et ben voilà, et maintenant elle est réveillée. Allez tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Quand même, Merci. Et dans un collège du Bas-Rhin, une enseignante poignardée en classe par un élève de 14 ans. Et oui, Cécile, au collège Robert Schumann de Benfeld, une professeure de musique de 66 ans a été poignardée en plein cours par un élève de 14 ans, vous venez de le dire. L'adolescent a pris la fuite avant d'être interpellé. Selon les premiers éléments, le garçon vivait en foyer et était déjà connu dans l'établissement pour avoir tagué des croix gammées touchées au visage. L'enseignante a été hospitalisée en urgence relative. Son pronostic vital n'est pas engagé. Mais le pronostic vital de l'adolescent est lui engagé. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Marchand, secrétaire académique dans l'académie de Strasbourg, puisque Benfeld, c'est entre Strasbourg et Colmar. Isabelle Marchand, bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Comment se fait-il que cet adolescent visiblement fragile, même très fragile, n'ait pas été pris en charge? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de signaux récurrents. Alors, moi, je ne suis pas principale du collège de Benfeld, donc je ne veux pas pouvoir vous répondre sur le caractère et la fragilité de cet élève. Vraisemblablement, comme tout collégien qui présente certaines fragilités, il a dû être à un moment donné pris en charge par un service infirmier ou médecin scolaire ou autre. Dans tous les cas, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la situation de ce collégien qui, pour l'instant, de toute façon, se bat sûrement pour survivre. Voilà. Mais est-ce que on peut imaginer qu'un enfant dont on a décelé une fragilité peut encore être à l'école et ne pas être pris en charge? Qu'est-ce que vous entendez par fragilité? La fragilité, c'est un petit garçon qui dit aimer Hitler, qui se dessine des croix gammées. C'est un enfant qui n'est pas très fragile, qui est un peu fragile quand même. Alors d'abord, moi les informations que vous me communiquez sur les événements, on ne les a pas vérifiées, je ne sais pas si elles sont réelles ou pas, donc je peux pas me prononcer sur ce qu'il a pu commettre avant. En tous les cas, il est clair, si on prend juste un peu de recul, que des élèves qui sont dans des situations de fragilité, entre guillemets, quelles qu'elles soient, nous en avons dans les établissements scolaires, que ce soit dans les collèges ou dans les lycées. Il faut pour cela que nous ayons des services de santé médicale adaptés, qui soient pris en charge par des personnels qui soient formés, dont c'est le métier, qui ont fait des études.
et qui sont rémunérés à leur juste valeur et qui intègrent l'école publique. On comprend que c'est un sujet très délicat, Jean-Marc Dumoulin. Philippe voulait intervenir peut-être. Non, mais à propos de cette tragédie, pardon de revenir sur cette interrogation, des élèves ont été questionnés, ils ont dit, on a remarqué que ce garçon n'allait pas bien à plusieurs reprises, qu'il était, on peut le dire, banalement déséquilibré. Comment voyez-vous la solution devant ces personnalités qui inquiètent et au fond qu'on aurait besoin de freiner avant même qu'il passe à l'acte? Comment fait-on? Alors, je pense que c'est une question qui relève d'une analyse qui est d'ordre médical. Seul un praticien, seul un professionnel de la santé peut répondre à cette question, monsieur. C'est très compliqué. Là, vous vous adressez à un représentant des personnels de direction. C'est difficile pour tous les personnels de direction de pouvoir c'est un sujet très épineux et très compliqué. On comprend très bien. C'est fragile et c'est très compliqué. Je comprends que ça peut interroger, que vous soyez journaliste, parent d'élèves, mais là encore, vous touchez à une problématique qui dépasse largement l'école, qui dépasse vraiment largement l'école et qui mériterait une prise en charge extérieure à l'école. Absolument. Merci en tout cas beaucoup. Isabelle Marchand d'avoir répondu à nos questions, secrétaire académique dans l'Académie de Strasbourg. Allez tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio. Et si par exemple vous étiez ministre de l'Éducation nationale, Nathalie de Juvisy est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir à tous. Nathalie, si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, quelle serait votre première mesure? Alors ma première mesure serait pour toutes les indisciplines, les parents, des involtes qui ne s'impliquent pas à l'école, je ne ferai plus l'école gratuite, en tout cas pour le public. Et pour le privé, ça serait une surprise, mais je pense que cet argent pourrait peut-être aider à embaucher des surveillants, mettre des portiques de sécurité, mettre plus de personnel de direction pour contenir toute cette dérive. Donc vous punissez finalement les parents, Philippe Bilger. Madame la ministre, finalement, votre souci principal, c'est la faillite de l'autorité à l'école. Oui. Eh oui. Je pense qu'une grande partie est due à cela. Les sous ne remplacent pas tout, mais ça pourrait être touché au portefeuille. Je pense que certains réfléchiraient. Oui, moi, pour aller plus loin que Philippe, là, moi, je pense quand même que le défi de l'autorité, il est aussi parental. Donc, effectivement, l'action de saisie sur allocation, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a un système d'impunité complet. À l'école, on n'a pas le droit, effectivement, de sanctionner. À la maison, on n'a pas le droit de sanctionner. La justice ne veut pas sanctionner. Et la police n'a pas le droit de le faire non plus. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, mais juste pour tout à l'heure, la dame qui a parlé avant vous, pardon, je voudrais juste revenir 2 secondes. C'est qu'en fait, il y a un cloisonnement. Dans le foyer, ce garçon devait être suivi et c'est pas passé à l'école. Et bien sûr, absolument. Merci beaucoup Nathalie, Madame la ministre Juvisy. Allez, passez une bonne journée. Il y a plus d'indemnité après. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. C'est quand même choquant que certains élus confondent monument aux morts et outils électoral. Et puis tout de suite, les incontournables de la crypto-monnaie avec Thomas Binet. À tout de suite. Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Ce soir, je reçois Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, on va parler liberté économique et droit de propriété. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces 2 sujets sont liés et pourquoi les crypto-monnaies peuvent changer la donne ? Oui, avant cela, Thomas, rappelons qu'en France, on observe à la fois un recul de la liberté économique et celui du droit de propriété. Vous voulez dire quoi par là ? Prenons le cas de l'occupation illégale des biens immobiliers, appelée plus communément squat. Il n'avait pas échappé à personne que les propriétaires sont peu protégés lorsqu'ils sont victimes de ces squatteurs. Et pour autant, la charge de l'entretien, la charge fiscale, voire les échéances de prêt, continuent d'incomber aux propriétaires. Certes, mais pour ce qui concerne la liberté économique,
L'inflation normative, titre de l'excellent livre de Christophe et Hoche-Duval, devient très problématique. Elle dissuade l'esprit d'entreprise et entrave la libre concurrence en favorisant les grosses entreprises mieux armées pour absorber ces nouvelles contraintes. Prenons un exemple pour illustrer cela. Le nombre de mots dans le code monétaire et financier, sans compter les mots explétifs, vous savez, ces mots qui servent à remplir les phrases sans être nécessaires, au sens de ces dernières, a plus que triplé depuis 2006. Plus de 163%, le faisant passer de 280 000 à plus d'1 million de mots significatifs. Le coût de la conformité à ce code augmente donc chaque année et dissuade les nouveaux entrants. Alors la question, c'est de savoir quand même comment se situe la France par rapport à d'autres pays. Alors, dans le classement mondial par l'indice de liberté économique, la France décroche un peu plus chaque année. Elle se situait au 62e rang mondial en 2024. Cet indice a été créé en 1995 et inspiré par Adam Smith, l'économiste du XVIIIe siècle, qui écrivait que la liberté des individus à se consacrer à leurs propres intérêts économiques garantit une prospérité plus importante de la société dans son ensemble. La France, Pierre, est le pays champion des normes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, mais est-ce le seul problème ? Malheureusement non, Thomas, mais il est toujours bon de rappeler que sur le sujet des normes, nous sommes hors normes. Oui. Prenons un autre exemple. Le code de procédure pénale a doublé de volume depuis l'année 2000, avec 3300 pages aujourd'hui. Ouais. Cette augmentation n'atteint pas son objectif en donnant plus de moyens pour sécuriser les biens et les personnes, mais accentue le poids de ces contraintes sur les fonctionnaires de police qui doivent s'y conformer. Alors vous faites le lien quand même entre crypto-monnaie, liberté économique et droit de la propriété. Du coup, en quoi les crypto-monnaies peuvent-elles nous aider ? Peut-être pas toutes les crypto-monnaies, mais Bitcoin en particulier, de par sa résistance à la censure, permet de posséder un bien numérique non confiscable et capable de franchir les frontières. Si d'aventure un État prédateur ou totalitaire cherchait à s'emparer de votre patrimoine, vous pourriez en convertir tout ou partie en Bitcoin pour lui échapper. Plus qu'une solution, l'existence de Bitcoin est un contre-pouvoir donné à chacun qui peut décider ou pas de l'exercer en fonction des circonstances et de ses convictions. Donc, entre les lignes, vous nous parlez du consentement à l'impôt. Tout à fait, Thomas, car les normes sont un impôt sur le temps des entrepreneurs, comme l'impôt sur les sociétés est un impôt sur leurs résultats. Particulièrement dans une petite entreprise, chaque minute consacrée à remplir des formulaires est une minute de moins pour s'occuper du produit et des clients. Or, une réglementation excessive devient un impôt insupportable. Vous dites que la réglementation devient excessive ? Oui, Thomas, quand la norme grossit sans que son efficacité soit mesurée, sa légitimité est forcément affaiblie. Autre exemple, la lutte contre le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent, à travers ces normes, coûte très cher à la société. Quand le code monétaire et financier triple de volume, le financement du terrorisme ou les volumes blanchis ne semblent pas divisés par 3. En l'absence d'indicateurs objectifs, on peut douter de son efficacité. Alors, à vous entendre quand même, Pierre, même si vous jugez que la norme est utile, c'est quand même ce que vous dites aussi que trop de normes tue l'efficacité de la norme. Alors, comment inverser la tendance ? On pourrait espérer que la mise en place de toute nouvelle réglementation soit précédée d'une analyse de ses coûts et des impacts attendus en regard de ces coûts. C'est ce qu'on appelle généralement le rapport coût-bénéfice. Sans cela, il est trop facile pour le législateur d'empiler les textes sans se soucier de la charge qu'ils représentent pour la société. Donc analyser, comparer, c'est les mots que vous retenez aussi de votre propos, Pierre. Merci à vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité. Allez, vous restez avec nous, on reviendra dans la question du soir sur gagner la guerre et en même temps reprendre des territoires à la Russie. C'est ce qu'a affirmé Donald Trump lors du discours à l'ONU en parlant de l'Ukraine, bien entendu. En attendant, le coup de gueule de Philippe David dans un instant. Je suis scandalisé que certains maires considèrent des monuments aux morts comme des tracts. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus avec ce numéro de téléphone. On vous attend jusqu'à 20h. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe Bilger, bien entendu, Jean-Marc Dumoulin et vous, 0826 300 300. En attendant le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Exceptionnellement, je ne vais pas remettre le clocher au milieu du village.
mais le bon drapeau au mat des couleurs dans un grand village de la banlieue de Nantes qui s'appelle Saint-Herblain. Pourquoi Saint-Herblain ? Parce que la mairie socialiste de cette ville est allée encore plus loin que la demande d'Olivier Faure de pavoiser le fronton des mairies du drapeau palestinien. Elle a en effet remplacé également le drapeau tricolore qui surplombe le monument aux morts par le même drapeau palestinien. Alors, que des élus soucieux de faire à quelques mois des élections municipales ce que Michel Rocard, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, appelait du tapinage électoral, pourquoi pas ? Comme disait Clémenceau, un autre homme de gauche originaire du département limitrophe de Vendée, l'honneur c'est comme la virginité, ça ne sert qu'une fois. Mais là ce n'est plus d'honneur mais de déshonneur dont on parle. Comment oser mettre un drapeau autre que le drapeau français au-dessus d'un monument en hommage à des hommes morts pour la France ? Comment justifier la présence du drapeau d'un pays qui n'en est même pas un, qui n'a rien à voir avec notre histoire, qui n'a jamais été notre allié dans une quelconque guerre et au nom duquel on a fait couler le sang français de l'Airbus d'Air France détourné à Entebbe et libéré par un commando israélien à l'attentat de la rue des Rosiers, pour citer 2 attaques terroristes parmi les plus connues menées contre notre pays et notre peuple au nom de la cause palestinienne. Les hommes dont les noms sont gravés sur ce monument sont tombés à Verdun, à Dunkerque, à Dien Bien Phu, dans les Aurès, dans un camp de concentration ou face à un peloton d'exécution allemand. Des lieux qui appellent au respect et au souvenir. Il y a quelques années, j'avais été outré de la substitution sur la tombe du soldat inconnu du drapeau français par le drapeau européen, pour lequel le soldat qui repose là n'était pas tombé et qu'il ne connaissait même pas. Aujourd'hui, je suis révolté que des élus osent à nouveau substituer notre drapeau par un autre sur un monument aux morts. Mais que valent le sacré et le respect face à quelques voix aux prochaines élections municipales ? Votre indignation, mon cher Philippe, est totalement justifiée, mais même si, compte tenu de notre époque et qui multiplie les occasions de s'indigner, il faudrait, comme le recommandait un grand auteur, un peu économe. Sinon, tous les jours, on est amené à s'indigner. Là, le scandale, c'est tout de même que on a un homme qui, en totale discordance avec ce qu'impose la décence, fait ce que vous avez dénoncé. Je rêverais qu'on crée un délit d'indécence qui pourrait se rapporter à 1000 transgressions dérisoires ou capitales. Là, on est en plein dedans. Jean-Marc Dumoulin. D'après Philippe, il faudrait encore plus de Durex, alors finalement. Oui. Oui, enfin, les propos sont appuyés quand même, hein, effectivement. Ils sont très appuyés, cher ami. Une virgule. Non, le vrai souci, c'est qu'une information pousse l'autre et qu'aujourd'hui, on donne des miettes de pain aux gens pour s'en nourrir. Moi, c'est vraiment ce qui m'horrifie aujourd'hui. Fondamentalement, on va pas refaire notre histoire, on va pas réexpliquer ce qui s'est passé parce que vous parliez de soldats, mais les Sénégalais, les Algériens, les tirailleurs algériens, et combien sont venus servir la France et mourir pour la France, effectivement, pas forcément de leur bon gré. Et donc aujourd'hui, non, on préfère aujourd'hui agiter un drapeau, agiter, comment dirais-je, un concept. Et on est effectivement concept, mais on a un président de la République qui est très spécialiste du concept, puisqu'on va même chercher du pardon à Madagascar maintenant. Ok, merci en tout cas merci Philippe David, qu'on peut retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux si vous l'avez pas eu l'occasion de l'écouter en podcast, bien entendu. Dans un instant, la question du soir, gagner la guerre et dans le même temps reprendre les territoires à la Russie, c'est ce qu'a affirmé Donald Trump lors de son discours à l'ONU en parlant de l'Ukraine, bien entendu, avec la question du soir. Oui, Philippe. comme le dit Trump, l'Ukraine peut-elle regagner l'ensemble de son territoire et même plus face à la Russie ? Eh bien, vous dites non à 90%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Ça va Philippe David ? Ça va très bien et vous ? Ouais, avec nos vraies voix. Oui. Ah oui. Et Jean-Marc Dumoulin, ouais. En face, avec nous, on a la classe absolue, vous ne trouvez pas ? Non. Ah bon. Merci de dire que la classe absolue s'arrête à moi. Mais Cécile est trop et je vais mettre François-Louis aussi, pour ce côté-ci du studio. Il y a beaucoup. Hein. Oh là là. Je suis impressionné par... Comme il y a beaucoup d'humour potage, si tu veux, ça fait cours d'école quand même. On aime bien rire, Voilà. Allez, tout de suite, la question du soir. Monsieur le Président, pensez-vous que les pays membres de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils pénètrent dans leur espace aérien ? Oui, je le pense. Plus tard dans la journée, cette fois aux côtés du président Macron, Donald Trump en remet une couche.
La Russie est peut-être un tigre de papier. Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais 3 ans et demi de combats et de tueries, 7000 personnes tuées chaque semaine pour rien. Pour rien, c'est une situation très triste. Toujours aussi imprévisible, le président américain est même allé jusqu'à affirmer sur son réseau social Truth qu'avec le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN, l'Ukraine est en mesure de reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa forme initiale, et peut-être même d'avancer encore plus loin sur le territoire russe. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, comme le dit Trump, est-ce qu'il peut regagner l'ensemble de son territoire et même plus face à la Russie? Possible ou impossible? Que disent les auditeurs? Alors un très large impossible à 90%. Oui, c'est ça, Philippe Bilger. Mais immédiatement, j'éprouve un très grand sentiment de satisfaction à l'idée de voir Trump changer de casaque psychologique et intellectuel, soutenir à fond le président Zelensky. Après, je suis beaucoup plus réservé sur la possible concrétisation de cette affirmation et à la suite de ces multiples fluctuations, même sur l'Ukraine. Mais là, ça me fait plaisir. Il défend Zelensky, mais je ne crois pas que dans la situation actuelle et dans le futur, il pourra regagner complètement ce qu'il a perdu, même si évidemment je suis à fond, très modestement, derrière l'Ukraine et contre le dictateur Poutine. Alors moi je crois que vu la quantité de territoires à reprendre, c'est pas demain la veille que l'Ukraine va reprendre tous les territoires, notamment le Donbass, la Crimée, etc. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Et même plus, il envisage que l'Ukraine annexe un morceau de la Russie, c'est le et même plus qui pose question, et ça me semble totalement irréaliste. Non, je crois qu'il ne faut pas faire cas de ce que dit Trump au mot près, parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois il finit par « c'est pas bien, c'est pas gentil hein ». Je hausse le ton et en même temps je minore. Ça me rappelle Coluche un peu, je ne suis ni pour ni contre, mais bien au contraire. Et donc ce garçon-là, effectivement, il a peut-être un effet déstabilisant sur Poutine parce qu'on ne sait pas comment on pourrait réagir, parce qu'il peut très bien appuyer sur un bouton aussi, lui aussi pour donner l'ordre de marche. Mais moi j'en suis intimement pas persuadé. Très clairement, aujourd'hui c'est un jeu de dupes, une bonne conscience, toujours pareil. Et il a bien dit, autant Europe, débrouillez-vous. Hein. Et notre invité, le général Dominique Trinquant est avec nous. Général, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes expert en militaire, en géostratégie. On est un peu abasourdi face à ce volte-face de Trump qui quand même à l'encontre de ce qui se passait il y a plusieurs mois. Comment expliquer cette attitude et cette situation ? Bien écoutez, je crois qu'on est face à une grande déception de M. Trump. J'ai presque envie de dire une déception amoureuse vis-à-vis de M. Trump, vis-à-vis de M. Poutine. Il pensait que grâce à ses relations, il arriverait à le convaincre. Il s'aperçoit que ça n'est pas vrai. Maintenant, dans sa citation, on oublie toujours de dire que c'est l'Ukraine avec l'Europe. Donc ça veut dire d'une certaine façon que les États-Unis se désengagent. En gros, si l'Ukraine veut continuer, elle pourra continuer, l'Europe l'aidera, mais ça n'est pas le problème des États-Unis. Mais mon général, quand on voit ce qui s'est passé, excusez-moi Philippe Bilger, ces dernières semaines, notamment avec des incursions de drones, des incursions d'avions au-dessus de l'Estonie, au-dessus de la Pologne, est-ce que, quelque part, il n'y a pas de quoi être inquiet ? Surtout que, désolé, l'OTAN sans les États-Unis, ça pèse pas énormément par rapport à la Russie. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas être inquiet, il faut être vigilant. Vous dites que l'Europe, ça pèse pas grand-chose vis-à-vis de la Russie. Je note que dans les incidents qui sont passés sur le front de l'Est, donc dans ce qu'on appelle le bouclier oriental, il n'y avait pas un avion américain. Donc c'était aux Européens de se débrouiller. Simplement, ils appliquaient les règles, ce qu'on appelle les règles d'engagement, qui étaient qu'il n'y avait pas d'agression et qu'il y avait un empiètement sur l'espace aérien, mais pas une agression. Et donc, ils n'allaient plus qu'à la destruction. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je pense simplement que là où le président Trump a raison, c'est que c'est aux Européens de prendre en compte le sujet. Simplement, depuis 60 ans, voire plus, 80 ans, les Américains assuraient la sécurité de l'Europe. Eh bien, s'ils veulent laisser la sécurité de l'Europe aux Européens, il faut qu'ils y aillent progressivement.
Mon général, malgré les multiples fluctuations psychologiques, voire intellectuelles du président Trump, est-ce que vous pensez que ces dernières déclarations qui redonnent de l'espoir au président Zelensky peuvent être prises un petit peu au sérieux? Écoutez, je pense que pour prendre les déclarations de M. Trump au sérieux, il faut attendre 48 heures. C'est-à-dire que dans 48 heures, on verra s'il n'a pas dit le contraire de ce qu'il a dit hier soir. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a vraiment une déception de M. Trump vis-à-vis de M. Poutine. Il se rend compte que depuis qu'il est en place, M. Poutine n'a pas changé d'un iota et que donc d'une certaine façon, il doit changer de position, mais à condition que ce soit les Européens qui se chargent de l'affaire. Comme ça, l'échec, ça n'est pas son dû, c'est le problème des Européens s'ils n'arrivent pas à obtenir quelque chose de M. Poutine. Ça veut dire, général, que entre Poutine et Trump, en tout cas, c'est une rupture ferme? Le téléphone rouge est coupé, comme on disait pendant la guerre froide. Non, pas du tout. Vous avez vu qu'il a posé un nouvel ultimatum d'1 mois. Alors, il l'avait déjà posé à la fin du mois de juillet, puis il l'a réduit, puis il l'a annulé, et maintenant il le repose. Donc, encore une fois, attendons 48 heures, voyons ce qui se passe calmement. Il faut être calme et observer ceci avec le recul nécessaire, mais ça veut dire en clair que les Européens doivent se préparer. Oui, moi je crois quand même que Donald Trump, effectivement, même dans ses négociations commerciales, avait mis la barre très très haut et puis a reculé. Trump, finalement, il a eu une forme de courage et de la force déployée. Aujourd'hui, les Européens, même dans ces négociations, n'ont pas été dignes du niveau qu'on attendait d'eux. Trump, tant que les Européens et l'OTAN ne bougera pas pour défendre nos frontières, Trump ne bougera pas. Ça, j'en suis intimement persuadé. Il est courageux, mais il préfère être en deuxième rideau. Général Trinquant? Oui, écoutez, je pense que Trump surtout se dégonfle beaucoup. Et attention de ne pas mélanger Europe et OTAN. Je rappelle que dans l'OTAN, il y a les Américains. Donc quand on parle de l'OTAN, on doit forcément parler des Américains. Si on veut parler de l'Europe, on parle de l'Europe, et ça n'est pas l'OTAN. Les Européens apportent une part importante de l'OTAN, mais le bouclier américain est extrêmement important dans l'OTAN. Donc aujourd'hui, ce sont les Européens qui se retrouvent face à la Russie. Pour l'OTAN, j'attends de voir un avion américain dans le ciel en mesure d'affronter un avion russe. Et pour l'instant, je ne le vois pas. Oh, c'est eux qui les fabriquent, quand même. Mon général, comment voyez-vous les conséquences possibles sur le plan psychologique de la part d'un Donald Trump du fait qu'il avait promis de régler le problème ukrainien très rapidement et qu'à l'évidence, il commence parfois à être lassé devant l'absence de solution? Est-ce qu'on ne peut pas craindre le pire de sa part sur ce plan-là? Non, je pense que simplement M. Trump va dire, écoutez, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'abord de M. Poutine qui ne veut pas écouter ce que je dis, et ensuite des Européens qui ne sont pas capables de régler un problème européen. Et donc je pense très honnêtement que le président Trump va se dégager de tout ça. Il va bien laisser les Européens acheter de l'armement américain, ça oui. Mais continuer à aider l'Ukraine gratuitement, je pense qu'il va abandonner. Mais justement, mon général, il y a une question qui se pose pour récupérer son territoire, et même plus pour citer Donald Trump, il faut beaucoup d'armes. Le complexe militaro-industriel européen n'a jamais la capacité de production du complexe militaro-industriel américain. Et deuxièmement, les Américains, c'est pas moi qui le dis, c'est Trump, ne veulent plus payer d'armes à l'Ukraine, ou alors en quantité beaucoup bien moindre qu'avant. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a pas la capacité de production en armes pour l'Ukraine, et en particulier en France, on n'a plus un centime en caisse. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, premier point, les Ukrainiens, aujourd'hui, fournissent 60% de l'armement fabriqué en Ukraine. Le deuxième point, c'est que les Américains continueront à fournir de l'armement s'il est payé par les Européens. Les dernières factures payées n'ont pas été par la France, mais par l'Allemagne, le Danemark et par d'autres pays. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, le complexe militaro-industriel européen monte en puissance.
Pas assez vite, certainement, mais ils montent en puissance. Et c'est là où je dis que les Américains peuvent laisser tomber les Européens, mais progressivement et pas d'un seul coup. Quand Donald Trump appelle les Européens à arrêter d'acheter, en tout cas du gaz et du pétrole russe, c'est une tentative quand même de déstabilisation, d'affaiblissement de la Russie. Oui, mais c'est aussi une tentative de déstabilisation de l'Europe. Il faut rappeler que les deux pays qui achètent essentiellement du pétrole, ce sont la Hongrie et la Slovaquie. Or, ce sont des pays qui sont très proches de M. Trump. Donc, c'est plus une déstabilisation de l'Europe, demandant à l'Europe en clair d'acheter son pétrole, son GNL et son gaz aux États-Unis, de façon à ce qu'ils n'achètent plus à la Russie. Allez, 0826 300 300, pardon Philippe. Richard est avec nous. Richard, vous voulez réagir au débat? Bonsoir Richard de Toulouse. Oui, bonsoir à vous. En fait, j'avais une vision autre. La réflexion de M. Trump, là, est-ce que c'est pas le signe qu'on va avoir finalement des grosses difficultés en Ukraine pour recruter du personnel? Et est-ce que Trump ne veut pas simplement gagner du temps? Juste en aidant psychologiquement l'Ukraine, mais sans plus. Et il gagne du temps sur ce dossier. Parce qu'en fait, les choses ne vont pas bien au niveau du recrutement des soldats pour aller au front, et parce qu'il y a un grignotage qui se fait, et je pense pour moi, on est à la veille de quelque chose de difficile pour l'Ukraine. Général Trinquant, qu'est-ce que vous pensez de l'approche de Richard ? Je pense que évidemment que l'Ukraine est dans une situation difficile. Maintenant, je pense qu'il faut revenir à des schémas beaucoup plus simples. Vous vous souvenez qu'en février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine, a envahi une partie de l'Ukraine, était aux abords de Kiev, et puis une contre-attaque ukrainienne a rejeté l'armée russe vers la Russie et vers le Donbass. Depuis cet été 2022, la Russie n'a gagné que 1% du territoire ukrainien. Je répète, 1%, avec des pertes absolument considérables. C'est-à-dire que la Russie progresse peu, mais l'Ukraine se défend bien, et quand vous êtes en défensive, vous perdez beaucoup moins d'hommes qu'en offensive. C'est pour ça que les Russes, il y a beaucoup plus d'hommes. Mais justement, mon général, quand Trump dit que l'Ukraine peut récupérer le territoire, vous le dites vous-même, si vous faites une guerre offensive, on revient à la stratégie de la guerre de 14, guerre de mouvement, guerre de position, les pertes ukrainiennes vont être énormes. Et est-ce qu'ils ont les ressources? Elles le sont déjà. Mais elles le sont déjà, mais alors là, on peut encore plus, là. Non, mais je pense que ce que dit le président Trump sur une offensive ukrainienne, c'est n'importe quoi. Les Ukrainiens sont capables de se défendre là où ils sont. Ils ne sont pas dans la capacité de reconquérir le terrain aujourd'hui. Et c'est une façon un peu d'inverser les données pour la Russie, pour faire craindre, pour que la Russie craigne le lâchage américain. Mais c'est tout. C'est une image. Mon général, pour rompre avec un anti-macronisme un peu compulsif, est-ce que on peut dire que le président de la République a redonné de la vigueur à l'action européenne dans le domaine de l'Ukraine ? Alors ça, c'est certain. C'est certain, d'abord en soutien à l'Ukraine, bien sûr, mais aussi en étant capable de mettre ce qu'on appelle la coalition des volontaires, alors qui reste flou, je suis d'accord avec vous, mais ça permet de faire partie de la négociation. Vous savez, quand on met sur la table quelque chose, on vous laisse la parole. Et c'est ce qui se passe avec l'Europe. Et lorsque les Européens sont venus en soutien de M. Zelensky à Washington, alors qu'il n'était pas invité, ça a été une preuve de courage de la part des Européens. Et je pense que M. Trump en a tenu compte. Merci beaucoup, général Dominique Trinquant, expert militaire en géostratégie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jean-Marc Dumoulin. On vous garde justement jusqu'à 20h. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Et à partir de 20h, vous l'attendez, Magali Berda. Bonsoir, Magali. Bonsoir, ça va. On vit pas dans la même France. On vous le dit tous les soirs à partir de 20h et ça se confirme. C'est vrai, on vit pas dans la même France du tout. Alors, on l'a vu cette semaine et ce soir, on reçoit une influenceuse, Alison Legois, qui est une maman influenceuse qui a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et qui va débattre avec Anne Genetet, députée Ensemble des Français de l'étranger et ancienne ministre de l'Éducation nationale, sur un sujet qui est très important. Est-ce que nos professeurs sont en danger? Est-ce que l'école est devenue une zone de non-droit?
Allez, on en parle avec Magali à partir de 20h, 0826 300 300 si vous voulez bien entendu poser des questions. Vous serez les bienvenus jusqu'à 21h. À tout à l'heure Magali. Et dans un instant, on va revenir sur les mairies et le climat qui impacte les mairies. Oui, comment est-ce que les villes s'adaptent au changement climatique? Et on va en parler avec 3 maires qui est déjà avec nous. On va aller vraiment dans 3 points cardinaux de la France. Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, on ira à Vesoul et à Fougères. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole aux territoires sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.